Jean-Pierre Dubois était ingénieur civil. Il construisait des ponts capables de supporter 50 tonnes. Il calculait des structures défiant la gravité. Mais il n'arrivait pas à faire comprendre à son neveu Lucas, âgé de 12 ans, comment additionner 7 et 5. Fatima, son aide ménagère, elle, y est parvenue. Cette histoire ne parle pas de mathématiques. Elle parle de ce que l'argent ne peut pas acheter et de ce que les diplômes universitaires ne peuvent pas enseigner. Si jamais vous avez eu l'impression qu'une chose impossible vous terrassait, restez avec nous, parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir les personnes qui font le ménage chez vous. Jean-Pierre avait 52 ans quand sa vie a basculé du tout au tout. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une maladie. C'était un appel téléphonique à 3 heures du matin. Sa sœur cadette, Isabelle, était décédée dans un accident de la route. Elle avait 38 ans. Elle laissait derrière elle un fils de 10 ans, Lucas. Le père de Lucas avait disparu quand le garçon avait 2 ans. Isabelle l'avait élevé seule. Jean-Pierre n'avait pas d'enfant. Il n'en avait jamais voulu. Sa vie, c'était son entreprise de construction, 200 employés, des contrats de plusieurs millions d'euros, des réunions jusqu'à 10 heures du soir, des week-ends passés à éplucher des plans. Mais maintenant, il avait un neveu orphelin. Et il était sa seule famille. Le jour des funérailles, Jean-Pierre a dit à Lucas qu'il vivrait avec lui. Lucas n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Il avait les yeux rouges, mais ne pleurait pas. Jean-Pierre a cru qu'il était fort. Il ne comprenait pas que l'enfant était en état de choc. Les premiers mois ont été un désastre. Lucas ne parlait pas. Il rentrait de l'école, s'enfermait dans sa chambre et n'en sortait qu'à l'heure du dîner. Jean-Pierre essayait de discuter, mais il ne savait pas comment faire. Il lui posait des questions sur l'école et Lucas répondait par des monosyllabes. Oui, non, bien, normal. Jean-Pierre a engagé une psychologue pour enfants. 300 € de l'heure. La psychologue a dit que Lucas avait besoin de temps, que le deuil chez les enfants était différent, qu'il fallait faire preuve de patience. Mais il y avait autre chose. Lucas ramenait des notes catastrophiques, surtout en mathématiques. Jean-Pierre ne comprenait pas. Lui, il avait été le meilleur de sa classe en calcul. Il avait remporté des olympiades de mathématiques à l'université. Les chiffres étaient son langage naturel. Un jour, il a examiné le cahier de Lucas. Ce qu'il a vu l'a complètement paralysé. Les additions étaient fausses. Les soustractions étaient fausses. Les multiplications étaient un désastre. Mais le plus étrange était sa façon d'écrire les chiffres. Le 6 ressemblait à un 9. Le 3 ressemblait à un 8. Les chiffres étaient inversés, désordonnés, comme s'ils dansaient sur la page. Jean-Pierre a appelé l'école. Il a demandé à parler avec la maîtresse. Elle lui a expliqué quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Lucas était dyslexique, mais pas seulement dyslexique. Il avait quelque chose qu'on appelle la dyscalculie. C'est comme la dyslexie, mais avec les chiffres. Les chiffres bougeaient littéralement dans sa tête. Ce qui était évident pour Jean-Pierre était pour Lucas un labyrinthe impossible. La maîtresse a dit qu'ils avaient tout essayé. Des cours de soutien, des exercices spéciaux, des tuteurs. Rien ne fonctionnait. Jean-Pierre n'a pas voulu l'accepter. Il était ingénieur. Il avait résolu des problèmes que d'autres disaient impossibles. Si les enseignants de l'école n'y arrivaient pas, il trouverait quelqu'un qui le pourrait. Il a engagé le premier tuteur. Il s'appelait Monsieur Lambert. Il avait 30 ans d'expérience dans l'enseignement des mathématiques. Il demandait 80 € de l'heure. Il venait 3 fois par semaine. Au bout d'un mois, Monsieur Lambert a démissionné. Il a dit que Lucas était un cas particulier, qu'il avait besoin d'un spécialiste de la dyscalculie, qu'il n'avait pas les outils nécessaires. Jean-Pierre a engagé le deuxième tuteur, une spécialiste des troubles de l'apprentissage, docteur en pédagogie, 120 € de l'heure. Elle utilisait des méthodes scientifiques. Elle avait publié des articles. Au bout de 2 mois, la spécialiste a démissionné. Elle a dit que le cas de Lucas était grave, qu'il avait un peu progressé, mais pas suffisamment, qu'il fallait peut-être accepter ses limites.
Jean-Pierre n'a pas voulu l'accepter non plus. Il a engagé le 3e tuteur, puis le 4e. Au total, il a dépensé 15 000 € en un an. 4 tuteurs, des centaines d'heures, des dizaines de méthodes différentes. Le résultat était 0. Lucas n'arrivait toujours pas à additionner. Il n'arrivait toujours pas à soustraire. Les chiffres continuaient de danser dans sa tête. Mais le pire, ce n'était pas les notes. Le pire, c'était ce qui arrivait à Lucas. L'enfant qui était arrivé en silence était maintenant pire. Non seulement il ne parlait pas, mais maintenant il pleurait. Il était frustré. Il déchirait ses cahiers. Il disait qu'il était stupide, qu'il n'y arriverait jamais. Un jour, Jean-Pierre a entendu Lucas dire quelque chose qui lui a brisé le cœur. Lucas était dans sa chambre. Il parlait tout seul. Jean-Pierre s'est approché de la porte et a écouté. Maman était architecte. Elle faisait de beaux bâtiments. Moi aussi, je voulais faire des bâtiments. Mais si je n'y arrive pas avec les chiffres, je n'y arriverai jamais. Je suis un échec. Maman serait déçue. Jean-Pierre est resté paralysé dans le couloir. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi dire. Alors, il n'a rien fait. Il est juste allé dans son bureau et a travaillé jusqu'à minuit. C'était la première fois que Jean-Pierre pleurait pour Lucas. Mais il l'a fait seul dans son bureau, là où personne ne pouvait le voir. Un mois de plus s'est écoulé. La situation ne s'améliorait pas. Jean-Pierre était désespéré. C'est alors qu'il a décidé de s'en occuper lui-même. Il était ingénieur, le meilleur de sa génération. Si personne ne pouvait enseigner à son neveu, il le ferait. Il a acheté des livres sur la dyslexie. Il a lu des articles sur la dyscalculie. Il a étudié des méthodes pédagogiques. Il a préparé un plan d'études personnalisé. Le premier jour, il s'est assis avec Lucas à la table de la salle à manger. Il avait tout préparé. Des cahiers neufs, des crayons de couleur, un tableau blanc. « Bien, Lucas, » a dit Jean-Pierre. « On va recommencer à 0. Addition basique, 2 plus 3. C'est facile. Tu n'as qu'à compter. » Lucas a regardé les chiffres. Ses yeux ont bougé d'un côté à l'autre. Il a commencé à transpirer. « Je n'y arrive pas, » a dit Lucas. « Les chiffres bougent. » Jean-Pierre a pris une profonde inspiration. « Patience, s'est-il dit, ça va prendre du temps. »« Écoute, » a dit Jean-Pierre. « 2 plus 3, pense à ça comme 2 pommes plus 3 pommes. Combien de pommes as-tu » Lucas a fermé les yeux. Il a réfléchi. Il a rouvert les yeux. « 4, » a-t-il dit. Jean-Pierre a ressenti une pointe de frustration. « Non, c'est 5. On va réessayer. » Ils ont réessayé. Et encore. Et encore. Au bout de 2 heures, Lucas pleurait. Jean-Pierre criait. « Comment tu peux ne pas comprendre quelque chose d'aussi simple ?» a crié Jean-Pierre. « 2 plus 3, c'est basique. Un enfant de 5 ans peut le faire. » Lucas s'est levé de sa chaise. Il a jeté son cahier par terre. Il a couru dans sa chambre et a fermé la porte. Jean-Pierre est resté seul dans la salle à manger, regardant le cahier par terre, ressentant la pire honte de sa vie. Lui qui construisait des ponts ne pouvait pas construire un pont avec son propre neveu. Cette nuit-là, Jean-Pierre n'a pas dormi. Il est resté dans son bureau à réfléchir. Peut-être que la spécialiste avait raison. Peut-être qu'il fallait accepter les limites de Lucas. Peut-être que certains problèmes n'avaient pas de solution. Le lendemain, Lucas n'est pas descendu prendre son petit déjeuner. Jean-Pierre est monté dans sa chambre. Il l'a trouvé allongé sur son lit, regardant le plafond. « Lucas, » a dit Jean-Pierre, « je suis désolé, je n'aurais pas dû crier. » Lucas ne répondit pas. Jean-Pierre s'assit sur le lit. Il regarda autour de lui. La pièce était remplie de dessins, des dessins d'immeubles, de tours, de ponts, de maisons, tous parfaitement proportionnés. Jean-Pierre prit un des dessins. C'était un gratte-ciel avec des balcons asymétriques. Chaque balcon avait des proportions différentes, mais harmonieuses. L'ombrage était parfait, la perspective était correcte. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda Jean-Pierre. Lucas acquiesça. Jean-Pierre regarda d'autres dessins. Ils étaient tous incroyables. Lucas avait un talent naturel pour le design. Il pouvait voir les proportions, les angles, les perspectives, tout ce dont il avait besoin pour être architecte. Tout, excepté les chiffres. Jean-Pierre rangea le dessin. Il descendit déjeuner seul.
Il ne savait pas quoi faire. C'est cette semaine-là que Fatima arriva dans sa vie. Jean-Pierre avait renvoyé la précédente aide ménagère parce qu'elle volait. Il avait besoin de quelqu'un de nouveau. L'agence lui envoya une femme de 47 ans nommée Fatima Diallo. Fatima n'était pas comme les autres employés qu'il avait eus. Elle était silencieuse, travailleuse. Mais il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose dans ses yeux. Une sorte de sagesse silencieuse que Jean-Pierre ne pouvait pas expliquer. Lors de l'entretien, Jean-Pierre lui posa les questions habituelles. Expérience, référence, horaire. Fatima répondit correctement à tout, mais il y eut une question que Fatima posa et que Jean-Pierre n'oublierait jamais. « Il y a un enfant dans la maison ?» demanda Fatima. « Oui, » dit Jean-Pierre. « Mon neveu Lucas, il a 12 ans. » Fatima acquiesça. Ses yeux brillèrent un instant. « Les enfants sont ce qu'il y a de plus important, » dit-elle. « Il faut bien s'en occuper. » Jean-Pierre n'accorda pas d'importance à ce commentaire. Il voulait juste quelqu'un qui nettoie bien et ne vole pas. Fatima commença à travailler le lundi suivant. Les premiers jours furent normaux. Fatima arrivait à 7 heures du matin, nettoyait, cuisinait, partait à 17 heures. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle faisait son travail en silence. Mais Jean-Pierre remarqua quelque chose d'étrange. Fatima passait beaucoup de temps près de la chambre de Lucas. Parfois, il la voyait debout dans le couloir, regardant vers la porte fermée, comme si elle pensait à quelque chose. Un jour, Jean-Pierre lui demanda « Y a-t-il un problème avec la chambre de mon neveu ?» demanda-t-il. Fatima secoua la tête. « Non, monsieur. Je m'assure juste que tout est propre. » Jean-Pierre n'y accorda pas plus d'importance. Il avait trop de choses en tête, des contrats, des réunions, et le problème insoluble de Lucas. 2 mois passèrent, 3 mois, 4 mois. Jean-Pierre continuait à travailler jusqu'à 22 heures. Il ne savait toujours pas comment se connecter avec Lucas. Il se sentait toujours comme un échec en tant que tuteur de remplacement. Mais quelque chose était en train de changer. Quelque chose que Jean-Pierre ne remarquait pas parce qu'il n'était jamais à la maison. Lucas avait arrêté de pleurer dans sa chambre. Lucas avait arrêté de déchirer des cahiers. Lucas avait commencé à sourire. Mais Jean-Pierre ne le savait pas, parce qu'il arrivait quand Lucas était déjà endormi. Et il partait avant que Lucas ne se réveille. Un jour, la professeure de Lucas appela Jean-Pierre. « Monsieur Dubois, » dit la professeure, « je voulais vous parler de Lucas. » Jean-Pierre sentit un nœud dans son estomac. « Qu'est-ce qu'il a fait maintenant ?» pensa-t-il. « Y a-t-il un problème ?» demanda Jean-Pierre. La professeure fit une pause. « Non, dit-elle. Au contraire, Lucas s'est amélioré. Beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose fonctionne. Son dernier contrôle de maths a eu 6 réponses correctes sur 10. C'est le meilleur résultat qu'il ait eu depuis 2 ans. » Jean-Pierre ne comprenait pas. « Quoi ?» dit-il. « Mais je n'ai rien fait de différent. » « Eh bien, » dit la professeure, « quelqu'un fait quelque chose, parce que Lucas est en train de changer. » Ce soir-là, Jean-Pierre rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Il était 20 heures. Normalement, il arrivait à 22 heures. La maison était silencieuse. Fatima aurait dû partir il y a 3 heures. Jean-Pierre monta les escaliers vers sa chambre. Mais avant d'arriver, il vit quelque chose. Il y avait de la lumière qui sortait de sous la porte de la chambre de Lucas. Jean-Pierre s'approcha. Il entendit des voix. Une voix était celle de Lucas, l'autre était celle d'une femme. Ce n'était pas la voix de la psychologue, ce n'était la voix d'aucun tuteur. C'était la voix de Fatima. Jean-Pierre resta paralysé dans le couloir. Son cœur se mit à battre plus vite. Que faisait son aide ménagère dans la chambre de son neveu à 20 heures? Il posa sa main sur la poignée de la porte, la tourna lentement, ouvrit la porte sans faire de bruit. Et ce qu'il vit changea sa vie pour toujours. Mais avant de vous raconter ce que Jean-Pierre vit, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez savoir qui était réellement Fatima Diallo. Parce qu'elle n'était pas seulement une aide ménagère, elle avait un secret que personne dans cette maison ne connaissait. Fatima est née dans un petit village du Sénégal, un endroit où il n'y avait pas de route goudronnée, pas d'électricité constante, et certainement pas d'école avec des ressources. Quand Fatima avait 18 ans, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
Le gouvernement sénégalais lança un programme pour apporter l'éducation aux communautés rurales. Ils avaient besoin de volontaires, des personnes disposées à aller dans des endroits où personne d'autre ne voulait aller. Fatima leva la main. On l'envoya dans une communauté. 40 enfants, âgés de 5 à 15 ans. Une seule salle de classe, sans livres, sans tableau, sans rien. Fatima n'avait pas de diplôme d'enseignante. Elle avait seulement terminé le lycée, mais elle avait quelque chose que les livres n'enseignent pas. Elle avait de la créativité, elle avait de la patience, et elle avait un amour profond pour les enfants. Le premier jour, elle regarda les 40 enfants. Beaucoup n'avaient jamais vu un livre. Certains ne parlaient même pas français. Ils ne parlaient que leur langue. Qu'allait-elle faire ? Elle n'avait pas de ressources, elle n'avait pas de formation, elle n'avait que ses mains et son cerveau. Alors, elle fit quelque chose qui changea tout. Elle sortit dans la cour, ramassa des pierres, des haricots, des feuilles, des brindilles, tout ce qu'elle trouva. Elle retourna dans la salle de classe, posa les objets sur le sol. « Ceci est un nombre, dit-elle, mais pas sur un papier, dans la vie réelle. » Les enfants la regardèrent. Elle confus. Fatima posa 5 pierres en rang. « Combien de pierres y a-t-il » demanda-t-elle en français. Les enfants comptèrent, un par un, touchant chaque pierre. « 5, dit un enfant. Fatima sourit. « Maintenant, dit-elle, si j'enlève 2 pierres, combien en reste-t-il » Elle le fit. Les enfants comptèrent les pierres restantes. « 3, dirent-ils. Fatima avait découvert quelque chose. Les enfants qui ne pouvaient pas comprendre les nombres abstraits sur un papier pouvaient les comprendre quand ils les touchaient. Pendant 20 ans, Fatima enseigna dans cette communauté, sans salaire réel, juste un petit soutien du gouvernement qui suffisait à peine à manger. Mais les résultats furent incroyables. Des enfants qui avaient été déclarés incapables d'apprendre réussirent à terminer l'école primaire. Certains allèrent au collège. 2 d'entre eux allèrent à l'université. La méthode de Fatima ne figurait dans aucun livre. Elle n'avait pas de nom scientifique. Mais elle fonctionnait. Elle l'appelait la méthode des mains. Tout ce que les enfants ne pouvaient pas comprendre avec les yeux, ils le comprenaient avec les mains. Mais il y a 5 ans, tout a basculé. Le gouvernement a réduit le budget du programme d'éducation rurale. L'école de Fatima a fermé. Les enfants ont été envoyés dans d'autres écoles, loin de leur communauté. Fatima s'est retrouvée sans travail, sans argent, sans but. À 42 ans, elle a dû quitter son village natal. Elle a voyagé jusqu'à Paris. La seule compétence que la ville reconnaissait était de faire le ménage. Alors, elle a fait ça. Pendant 5 ans, Fatima a nettoyé les maisons de familles aisées, mais elle n'a jamais cessé d'être institutrice dans son cœur. Chaque fois qu'elle voyait un enfant en difficulté avec ses devoirs, quelque chose en elle se réveillait. Quand elle est arrivée chez Jean-Pierre, elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas ce qu'elle voyait, c'était ce qu'elle entendait, le premier jour de travail, alors qu'elle nettoyait le couloir du premier étage. Elle a entendu Lucas pleurer dans sa chambre. Ce n'étaient pas des pleurs normaux, c'étaient des pleurs de profonde frustration. Les mêmes pleurs qu'elle avait entendus des centaines de fois dans son école rurale. Fatima s'est approchée de la porte. Elle a écouté. Lucas parlait tout seul. « Je suis stupide. Je n'y arrive pas. Les chiffres bougent. Personne ne me comprend. Maman, je suis désolée. Je suis un raté. » Fatima a senti son cœur se briser. Cet enfant n'était pas stupide. Cet enfant avait une façon différente d'apprendre. Et personne ne l'aidait de la bonne manière. Pendant les premières semaines, Fatima s'est contentée d'observer. Chaque fois qu'elle nettoyait la chambre de Lucas, elle regardait ses cahiers. Elle voyait les contrôles avec des notes rouges. Elle voyait les dessins dans les marges. Et puis elle a vu, un jour, elle a trouvé un cahier caché sous le lit de Lucas. Il était différent des cahiers d'école. Il était rempli de dessins de bâtiments. Chaque bâtiment avait des fenêtres, des portes, des balcons. Et à côté de chaque dessin, il y avait de petites marques. Ce n'étaient pas des chiffres écrits, c'étaient des points, des groupes de points. Fatima est restée paralysée. Lucas comptait, à sa manière.
sans chiffres écrits, avec des points, avec son propre système. Cet enfant n'avait pas un problème d'intelligence. Il avait un cerveau qui fonctionnait différemment, et personne ne l'avait remarqué. Cette nuit-là, Fatima n'a pas pu dormir. Elle était dans sa petite chambre louée, pensant à Lucas, pensant à tous les enfants qu'elle avait enseignés dans son village. Des enfants que le système avait abandonnés, des enfants qu'on avait traités de stupides, d'incapables, de limités, et elle avait pu les aider. Mais Lucas n'était pas son élève. C'était le neveu de son patron. Elle n'était que l'aide ménagère. Elle n'avait pas le droit d'intervenir. Une semaine a passé, 2 semaines, 1 mois. Chaque jour, Fatima entendait Lucas se battre avec ses devoirs. Chaque jour, elle voyait les cahiers avec des notes rouges. Chaque jour, elle sentait qu'elle pouvait aider, mais elle n'avait pas la permission. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose change. Il était 16 heures. Fatima finissait de nettoyer la cuisine. Elle a entendu un bruit en haut, un cahier qui tombait au sol, puis des pleurs. Elle est montée à l'étage. La porte de la chambre de Lucas était ouverte. L'enfant était assis par terre, entouré de feuilles déchirées, pleurant. Fatima s'est approchée. Lucas a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Je n'y arrive pas », a dit Lucas. « J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Les chiffres n'ont aucun sens. » Fatima s'est assise par terre à côté de lui. Elle n'a rien dit pendant un moment. Elle s'est contentée de le regarder. « Je peux essayer quelque chose ?» a-t-elle fini par demander. Lucas l'a regardée, confus. « Vous êtes la dame qui fait le ménage ?» a-t-il dit. « Oui », a dit Fatima. « Mais avant, j'étais autre chose. » Fatima a glissé sa main dans la poche de son tablier. Elle a sorti une poignée de haricots secs. Elle en avait toujours sur elle, une habitude de 20 ans. « Regarde », a-t-elle dit. « Oublie les chiffres un instant. Regarde juste les haricots. » Elle a posé 3 haricots par terre. « Combien y en a-t-il » a-t-elle demandé. Lucas les a regardés, les a comptés en les touchant. « 3 » a-t-il dit. « Bien. Maintenant, je vais en mettre 2 de plus. » Elle a posé 2 haricots à côté des autres. « Combien y en a-t-il en tout » Lucas les a comptés, un par un, touchant chacun d'eux. « 5 » a-t-il dit. Fatima a souri. « Tu viens d'additionner 3 et 2. » Lucas l'a regardé, surpris. « Mais je n'ai rien écrit, » a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin d'écrire, » a dit Fatima. « Les chiffres ne vivent pas seulement sur le papier. Ils vivent dans les choses que tu peux toucher. » Ce fut le commencement. Pendant les semaines qui ont suivi, Fatima a commencé à rester après ses heures de travail. Elle a dit à Jean-Pierre qu'elle devait finir de repasser, qu'il y avait du linge qui s'était accumulé, qu'elle avait besoin de plus de temps. Jean-Pierre ne s'est douté de rien. Il rentrait à 22 heures. À ce moment-là, Fatima était déjà partie. Mais entre 17 heures et 20 heures, quelque chose de magique se produisait dans la chambre de Lucas. Fatima a apporté un sac en tissu qu'elle avait cousu elle-même. Il avait des compartiments séparés. Dans l'un, il y avait des haricots. Dans un autre, il y avait des petits cailloux. Dans un autre, il y avait des boutons de différentes couleurs. Les haricots, ce sont les unités, a-t-elle expliqué. Les cailloux, ce sont les dizaines. Les boutons, ce sont les centaines. Lucas l'a regardé, fasciné. « Nous allons additionner 23 et 14, » a dit Fatima. « Mais pas avec des chiffres, avec des objets. » Elle a posé 2 cailloux et 3 haricots pour représenter 23. Puis elle a posé 1 caillou et 4 haricots pour représenter 14. « Maintenant, compte tous les haricots, » a-t-elle dit. Lucas les a comptés. 7 haricots. « Et les cailloux ?»« 3 cailloux. »« Alors, combien font 23 plus 14 ?» Lucas a réfléchi. Il a regardé les cailloux. Il a regardé les haricots. « 37, » a-t-il dit. Fatima a applaudi. Pour la première fois de sa vie, Lucas avait additionné des nombres à 2 chiffres correctement. Les séances ont continué, chaque jour, 2 heures, sans faute. Fatima n'utilisait pas de livre. Elle n'utilisait pas de tableau noir. Elle utilisait uniquement des objets que Lucas pouvait toucher pour les fractions.
Elle a partagé une crêpe en parts égales. Pour les pourcentages, elle a utilisé 100 boutons et les a divisés en groupes pour les multiplications. Elle a construit des rectangles avec des haricots. Tout ce que Lucas ne pouvait pas voir avec des nombres abstraits. Il pouvait le voir et le toucher avec des objets réels. Mais il y avait quelque chose de plus. Fatima a connecté les mathématiques au rêve de Lucas. « Tu veux être architecte, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé un jour. Lucas a acquiescé. Les architectes utilisent les mathématiques tout le temps, mais pas comme on te les enseigne à l'école. Ils les utilisent pour construire des choses réelles. Fatima a dessiné un bâtiment simple sur une feuille de papier. Si ce bâtiment a 4 étages et que chaque étage a 6 fenêtres, combien de fenêtres a le bâtiment en tout? Lucas a regardé le dessin, ses yeux ont brillé. Cela avait du sens. C'était lié à quelque chose qu'il aimait. Il a pris les haricots. Il a fait 4 groupes de 6. Il les a comptés. 24 fenêtres, a-t-il dit. Exact, a dit Fatima. Tu viens de multiplier 4 par 6 et tu n'as même pas écrit de chiffres. Les semaines se sont transformées en mois. Fatima tenait un cahier où elle documentait les progrès de Lucas. Elle l'a intitulé « Progrès de Lucas ». Chaque jour, elle écrivait ce qu'ils avaient pratiqué et comment il avait répondu. Jour 1. Addition simple avec des haricots. Lucas, confus, mais curieux. Jour 15. Addition à 2 chiffres. Lucas commence à comprendre le système. Jour 30. Soustraction. Lucas, au début, il était frustré, mais ensuite, il a réussi. Jour 45. Multiplication basique avec des groupes de haricots. Lucas sourit pour la première fois. Jour 60. Fraction avec des crêpes. Lucas dit que les maths, c'est comme cuisiner. Jour 90. Pourcentage avec des boutons. Lucas résout des problèmes sans aide. Jour 127. Lucas a résolu un problème de ses devoirs tout seul. Sans haricots, sans cailloux. Les nombres commencent à se stabiliser dans sa tête. 127 jours, c'est ce qu'il a fallu. 127 jours de patience, 127 jours de haricots, de cailloux et de boutons, 127 jours d'amour inconditionnel. Ce que 4 tuteurs diplômés n'ont pas pu faire en 1 an avec 15 000 €, une ancienne institutrice de campagne l'a fait en 127 jours avec des haricots. Mais Jean-Pierre ne savait rien de tout cela. Il continuait à rentrer à 22 heures. Il continuait à partir à 6 heures du matin. Il continuait à ne pas créer de lien avec son neveu. Jusqu'à ce soir, le soir où il est arrivé tôt, le soir où il a vu la lumière sous la porte, le soir où il a ouvert la porte sans faire de bruit, et ce qu'il a vu l'a laissé sans voix. Fatima était assise sur le sol de la chambre de Lucas. Son uniforme bleu d'aide ménagère contrastait avec le tapis beige. À ses côtés, il y avait un sac en tissu ouvert. Des haricots, des cailloux et des boutons étaient éparpillés sur le sol, formant des groupes organisés. Lucas était assis en face d'elle. Mais ce n'était pas le Lucas que Jean-Pierre connaissait. Ce Lucas souriait. Ce Lucas était concentré. Ce Lucas était en train de résoudre un problème de mathématiques. Il y avait un petit tableau blanc entre eux. Fatima avait dessiné un immeuble. L'immeuble avait plusieurs étages avec des fenêtres. Alors, si l'immeuble a 5 étages, dit Fatima, et chaque étage a 8 fenêtres, combien de fenêtres y a-t-il en tout? Lucas a regardé le dessin. Puis il a regardé les haricots. Il a fait 5 groupes. Il a mis 8 haricots dans chaque groupe. Il les a comptés un par un. 40 fenêtres, dit Lucas. Fatima a applaudi doucement. Très bien. Maintenant, si l'architecte veut ajouter des balcons à la moitié des fenêtres, combien de balcons y aurait-il? Lucas a réfléchi. Il a regardé les 40 haricots. Il les a divisés en 2 groupes égaux. 20 balcons, dit-il. Parfait. Tu viens de diviser 40 par 2, sans écrire un seul chiffre. Lucas a souri. Un sourire que Jean-Pierre n'avait pas vu depuis 2 ans. Jean-Pierre est resté paralysé à la porte. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Son neveu était en train d'apprendre les mathématiques. Son neveu souriait. Son neveu était éduqué par la femme qui nettoyait sa maison. Fatima a levé les yeux.
Elle a vu Jean-Pierre à la porte. Son visage a changé immédiatement. Elle a pâli. Elle s'est levée d'un bond. « Monsieur Dubois, dit Fatima, je peux expliquer. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je voulais juste aider. » L'enfant souffrait et je savais que je pouvais aider. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Fatima a commencé à ramasser les haricots rapidement. Ses mains tremblaient. Elle avait peur. Elle avait franchi une limite. Elle était l'aide ménagère. Elle n'avait pas le droit d'enseigner quoi que ce soit au neveu de son patron. Jean-Pierre n'a rien dit. Il est resté à la porte, regardant la scène, regardant les haricots, regardant le tableau avec le dessin de l'immeuble, regardant le cahier de Fatima avec le titre « Progrès de Lucas ». Lucas s'est également levé. Il a regardé son oncle avec peur. « Tonton, s'il te plaît, » dit Lucas. « Ne la renvoie pas, elle m'aide. Pour la première fois, les nombres ont un sens. S'il te plaît. » Jean-Pierre a regardé Lucas. Il a regardé ses yeux. Il y avait quelque chose de différent en eux. Il y avait de l'espoir. Il y avait de la confiance. Il y avait de la vie. Jean-Pierre s'est dirigé vers le centre de la pièce. Il s'est agenouillé sur le sol. Il a regardé les haricots éparpillés. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» a-t-il demandé. Sa voix était basse, calme. Fatima a avalé sa salive. « 4 mois, monsieur, depuis que je suis arrivé. J'ai commencé quand je l'ai entendu pleurer dans sa chambre. » Jean-Pierre a hoché la tête. Il a pris un des haricots. Il l'a regardé. « 4 tuteurs, a-t-il dit. J'ai dépensé 15 000 €. 4 professionnels avec des diplômes universitaires. Et aucun n'a été capable d'apprendre à mon neveu à additionner. » Fatima a baissé les yeux. « Je suis désolé, monsieur, je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste... » Jean-Pierre a levé la main. « Laissez-moi terminer, a-t-il dit. » Fatima s'est tue. Jean-Pierre a regardé Lucas. « Combien font 7 plus 5 ?» a-t-il demandé. Lucas a réfléchi. Il n'a pas utilisé les haricots. Il a juste réfléchi. « 12, dit-il. Jean-Pierre a senti un nœud dans sa gorge. Cette même question avait fait pleurer Lucas il y a 2 mois. Et maintenant, il y répondait sans hésitation. « Et 23 moins 9 ?» a demandé Jean-Pierre. Lucas a réfléchi de nouveau. « 14, dit-il. Jean-Pierre a fermé les yeux. Les larmes ont coulé sur ses joues. « 4 tuteurs professionnels n'ont pas pu, a-t-il dit. Moi, avec 2 diplômes d'ingénieur, je n'ai pas pu. Mais vous, avec des haricots et des cailloux, vous avez réussi. » Fatima n'a rien dit. Elle l'a juste regardé. Jean-Pierre a ouvert les yeux. Il a regardé Fatima directement. « Qui êtes-vous réellement ?» a-t-il demandé. Fatima a soupiré. « J'étais institutrice, monsieur, 20 ans, dans une communauté rurale de l'Oaxaca. J'enseignais à des enfants que le système avait oubliés, des enfants indigènes, des enfants pauvres, des enfants qui n'avaient jamais vu un livre. » Jean-Pierre écoutait en silence. « Je n'avais pas de ressources, a continué Fatima. J'avais juste des objets, des cailloux, des haricots, des feuilles, des bâtons, tout ce que je pouvais toucher. Alors j'ai inventé une méthode. Les enfants, qui ne pouvaient pas comprendre les nombres sur papier, les comprenaient quand ils les touchaient. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» a demandé Jean-Pierre. Fatima a baissé les yeux de nouveau. « Parce que vous n'avez pas demandé, monsieur. Pour vous, j'étais juste la femme qui nettoyait votre maison. Et c'est très bien. C'est mon travail maintenant. Mais quand j'ai entendu Lucas pleurer, quand j'ai vu sa douleur, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Je suis désolé si j'ai dépassé les bornes. » Jean-Pierre est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a fait quelque chose que Fatima n'oublierait jamais. Il s'est assis sur le sol, à côté des haricots, à côté des cailloux, à côté des boutons. « Enseignez-moi, a-t-il dit. Fatima l'a regardé, confuse. « Monsieur ?» a-t-elle demandé. Jean-Pierre l'a regardé dans les yeux. « J'ai 2 diplômes d'ingénieur. Je sais calculer des structures qui supportent 50 tonnes, mais je ne sais pas comment enseigner à mon neveu. Vous savez, enseignez-moi. » Fatima ne savait pas quoi dire. En 20 ans de carrière d'enseignante, personne ne lui avait demandé ça. Personne ne lui avait montré cette humilité. « D'accord, » a-t-elle dit finalement. « Mais vous allez devoir vous asseoir sur le sol. » Jean-Pierre a ri. Pour la première fois depuis longtemps,
Il a ri pour de vrai. « Je suis déjà assis », a-t-il dit. Ce soir-là, quelque chose a changé dans la maison des Dubois. Jean-Pierre est resté jusqu'à 23 heures, assis sur le sol de la chambre de Lucas. Apprenant la méthode de Fatima, voyant comment les haricots représentaient des unités, comment les cailloux représentaient des dizaines, comment les boutons représentaient des centaines, Lucas a expliqué à son oncle comment ça marchait. Pour la première fois, Lucas était le maître et Jean-Pierre était l'élève. « Regarde, tonton, » dit Lucas. « Si tu veux additionner 34 plus 27, tu mets d'abord 3 cailloux et 4 haricots. Ensuite, tu poses 2 cailloux et 7 haricots. Ensuite, tu comptes. » Jean-Pierre compta. 5 cailloux, 11 haricots. Mais 11 haricots, c'est plus de 10, dit Jean-Pierre. Lucas sourit. Alors, tu échanges 10 haricots contre un caillou, dit-il. Maintenant, tu as 6 cailloux et 1 haricot. Ça fait 61. Jean-Pierre regarda son neveu avec étonnement. Ce garçon, que 4 tuteurs professionnels avaient qualifié d'incapable, était en train de lui apprendre les mathématiques. À lui, un ingénieur avec 2 diplômes. À ce moment précis, Jean-Pierre comprit quelque chose de profond. Le problème n'avait jamais été Lucas. Le problème était la manière dont on lui enseignait. Les tuteurs utilisaient des méthodes abstraites, des chiffres sur du papier, des symboles sans signification. Mais le cerveau de Lucas ne fonctionnait pas comme ça. Le cerveau de Lucas avait besoin de toucher pour comprendre. Et Fatima l'avait vu, dès le premier jour. Elle l'avait vu dans les dessins de Lucas. Elle l'avait vu dans les points qu'il utilisait pour compter. Elle l'avait vu parce qu'elle avait passé 20 ans à observer des cerveaux différents. Jean-Pierre regarda Fatima. « Combien d'enfants avez-vous enseigné à Oaxaca ?» demanda-t-il. Fatima réfléchit. « Plus de 400, dit-elle. En 20 ans, beaucoup avaient des problèmes comme Lucas. Certains pires, mais tous ont appris quelque chose. 400 enfants, dit Jean-Pierre. Sans ressources, sans livres, sans technologie. Seulement avec des haricots et de la patience. » Fatima acquiesça. « L'amour enseigne mieux que les titres, monsieur. » Jean-Pierre resta pensif face à cette phrase. L'amour enseigne mieux que les titres. Cette phrase contenait une vérité qu'il avait ignorée toute sa vie. Il avait cru que l'argent pouvait tout résoudre, que s'il payait suffisamment, il trouverait la solution. Mais il avait payé 15 000 € et rien n'avait fonctionné. Ce qui avait fonctionné était gratuit. C'était une femme assise par terre avec des haricots dans sa poche qui donnait du temps à un enfant que personne d'autre ne voulait enseigner. À partir de cette nuit-là, tout changea. Jean-Pierre commença à rentrer chez lui plus tôt, à 18 heures, parfois à 17 heures. Il s'asseyait avec Lucas et Fatima. Il apprenait la méthode. Il s'entraînait avec les haricots. Au début, il se sentait ridicule. Un ingénieur de 52 ans, assis par terre, comptant des haricots comme un enfant de primaire. Mais ensuite, il comprit. Ce n'était pas ridicule. C'était de l'humilité. C'était apprendre une nouvelle façon de voir le monde. Lucas commença à s'améliorer de plus en plus. Un mois après que Jean-Pierre eut découvert la vérité, Lucas rapporta un examen à la maison. Mathématiques. Note 8 sur 10. La maîtresse avait écrit en marge « Progrès inou ». Que s'est-il passé? Jean-Pierre regarda l'examen, regarda la note, regarda l'écriture de la maîtresse, puis il regarda Fatima qui faisait la vaisselle dans la cuisine. Il s'approcha d'elle, lui montra l'examen. Fatima regarda la note, sourit. « Il a réussi, dit-elle. »« Non, dit Jean-Pierre. C'est vous qui avez réussi. » Fatima secoua la tête. « Non, monsieur. Lucas a réussi. Je lui ai juste montré un chemin différent. C'est lui qui a parcouru ce chemin. » Jean-Pierre rangea l'examen. Il le rangea dans un dossier spécial. C'était la première preuve physique que son neveu n'était pas un échec. C'était la preuve que Fatima avait fait un miracle. Mais Jean-Pierre savait que ce n'était pas un miracle. C'était de la science, c'était de la pédagogie. C'était une méthode que Fatima avait développée pendant 20 ans. Une méthode que le système éducatif avait ignorée parce qu'elle venait d'une femme sans diplôme, d'un village pauvre, d'une communauté oubliée. Cette nuit-là, Jean-Pierre prit une décision.
Fatima ne pouvait plus rester seulement l'aide ménagère. Le lendemain, Jean-Pierre appela Fatima dans son bureau à la maison. Fatima entra nerveuse. Elle pensait qu'il allait la renvoyer, qu'il avait reconsidéré, que tout avait été un rêve. « Asseyez-vous », dit Jean-Pierre. Fatima s'assit. Jean-Pierre sortit un papier. C'était un contrat. « Je veux vous faire une proposition », dit Jean-Pierre. « Vous continuez à faire le ménage, mais vous serez aussi la tutrice officielle de Lucas. Je vous paierai pour les deux choses. » Salaire triplé. Fatima ouvrit les yeux. « Triplé ?» demanda-t-elle. Jean-Pierre acquiesça. 12 000 € par mois pour le ménage, plus 24 000 € par mois comme tutrice. Total, 36 000 € par mois. Avec assurance maladie, avec congé payé, avec contrat formel. Fatima n'en revenait pas. Elle gagnait 8 000 € par mois et maintenant on lui en offrait 36 000. Mais il y a autre chose, dit Jean-Pierre. Fatima le regarda. Je veux que vous documentiez votre méthode. Tout, chaque étape, chaque technique, chaque objet que vous utilisez. Je veux en faire un programme formel. Pourquoi ? Demanda Fatima. Jean-Pierre soupira. Parce qu'il y a des milliers d'enfants comme Lucas, des enfants que le système a abandonnés, des enfants qu'on appelle stupides parce que leur cerveau fonctionne différemment. Et vous avez la solution. Mais cette solution est seulement dans votre tête. Je veux la faire sortir. Je veux que d'autres enseignants l'apprennent. Je veux qu'elle arrive dans les écoles. Fatima sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant 20 ans, elle avait enseigné en silence. Dans un village oublié, sans reconnaissance, sans argent, sans que personne ne valorise son travail. Et maintenant, un millionnaire lui disait que sa méthode valait quelque chose, qu'elle pouvait aider des milliers d'enfants. « D'accord », dit Fatima. « Je le ferai. » Jean-Pierre tendit la main. Fatima la prit. « Bienvenue dans la famille », dit Jean-Pierre. Les mois suivants furent transformateurs. Lucas continuait à s'améliorer. Son prochain examen fut de 9 sur 10. Puis un 10 parfait. La maîtresse n'en revenait pas. Elle demanda une réunion avec Jean-Pierre. « Que se passe-t-il » demanda la maîtresse. « Lucas était mon étudiant le plus problématique. Et maintenant, il est l'un des meilleurs. Qu'avez-vous fait » Jean-Pierre sourit. « Nous avons trouvé quelqu'un qui parle sa langue, dit-il. Mais la transformation la plus grande ne fut pas dans les nombres. Ce fut dans la relation entre Jean-Pierre et Lucas. Pour la première fois depuis 2 ans, ils dînaient ensemble tous les jours. Pour la première fois, ils parlaient. Pour la première fois, Jean-Pierre écoutait les rêves de Lucas, les bâtiments qu'il voulait construire, la mer qu'il avait perdue. Un jour, Lucas lui montra un nouveau dessin. C'était un gratte-ciel. Mais pas n'importe quel gratte-ciel. C'était un bâtiment en forme d'aile, comme un oiseau sur le point de s'envoler. Il s'appelle la Tour Isabelle, dit Lucas. Pour ma maman, un jour je la construirai. Jean-Pierre regarda le dessin, les larmes coulèrent sur ses joues. Ta maman serait très fière, dit-il. Lucas le regarda. Tu crois que je suis un architecte, tonton ? Jean-Pierre acquiesça. Je crois que tu es le meilleur architecte que j'ai connu. Et tu n'as pas encore fini l'école primaire ? Lucas sourit. Ce sourire qui avait été perdu pendant 2 ans. Ce sourire que Fatima avait sauvé avec des haricots et de la patience. 6 mois passèrent depuis le premier examen réussi. Jean-Pierre avait tenu sa promesse. Il avait embauché un pédagogue pour documenter la méthode de Fatima. Ils l'appelèrent la méthode des mains. 47 pages d'instructions, d'illustrations et d'exercices. Mais Jean-Pierre voulait plus. Un jour, il réunit son équipe de direction dans l'entreprise de construction. 15 cadres, tous avec des diplômes universitaires, tous gagnant des salaires à 6 chiffres. « J'ai un nouveau projet, » dit Jean-Pierre, « mais ce n'est pas dans la construction. » Les cadres le regardèrent, interdits. Jean-Pierre posa le document de la méthode des mains sur la table. « Ceci, dit-il, est une méthode pédagogique développée par Fatima, mon aide ménagère. Elle a enseigné dans des communautés rurales pendant 20 ans. Et elle a réussi là où 4 tuteurs professionnels ont échoué, apprendre les mathématiques à mon neveu Lucas, qui est dyslexique. » Les cadres examinèrent le document. « Je veux créer une fondation, » continua Jean-Pierre. « Elle s'appellera
la Fondation Fatima. Son objectif sera de former des aides ménagères pour qu'elles deviennent des tutrices de soutien pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Un cadre leva la main. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, dit-il, nous sommes une entreprise de construction. Pourquoi entrer dans le domaine de l'éducation ?» Jean-Pierre le regarda. « Parce que j'ai 200 employés, et beaucoup d'entre eux ont des enfants. Et beaucoup de ces enfants ont des problèmes à l'école. Et aucun n'a accès à ce que Lucas a eu. Une personne patiente qui parle leur langage. » Le cadre se tut. Jean-Pierre continua. « Je vais investir 5 millions d'euros de ma poche. Nous allons former 50 aides ménagères la première année. Nous allons leur enseigner la méthode des mains. Et ensuite, nous allons les mettre en contact avec des familles qui ont besoin d'aide. »« Pourquoi des aides ménagères ?» demanda un autre cadre. Jean-Pierre sourit. « Parce qu'elles sont déjà dans les maisons. Elles connaissent déjà les enfants. Elles passent déjà du temps avec eux. Elles ont juste besoin des outils. » Le programme fut lancé 3 mois plus tard. La première promotion comptait 50 femmes. Toutes aides ménagères, toutes travaillant dans des familles de la classe moyenne et de la classe supérieure. Aucune n'avait de diplôme universitaire. Fatima était l'instructrice principale. « Écoutez, » dit Fatima lors du premier cours, « vous savez déjà le plus important. Vous savez écouter, vous savez observer, vous savez être patiente. Je vais simplement vous montrer une façon d'utiliser ces compétences pour aider les enfants. » Les femmes la regardèrent. Certaines avaient les larmes aux yeux. Personne ne leur avait jamais dit que leurs compétences avaient de la valeur. Pendant 8 semaines, Fatima leur enseigna la méthode. Des haricots, des cailloux, des boutons. Comment représenter les nombres? Comment expliquer les fractions avec une tarte? Comment relier les mathématiques à la vie réelle? À la fin de la formation, les 50 femmes reçurent un certificat. Tutrice de soutien en mathématiques tactiles. Le premier certificat de leur vie, pour beaucoup d'entre elles, les résultats furent immédiats. Au cours de la première année, les 50 tutrices travaillèrent avec 200 enfants. Des enfants dyslexiques, des enfants atteints de dyscalculie, des enfants qui avaient été abandonnés par le système éducatif. Sur ces 200 enfants, 180 améliorèrent leurs notes. 150 passèrent de l'échec à la réussite. 47 se retrouvèrent au tableau d'honneur de leurs écoles. Les parents n'en revenaient pas. Une mère appela Jean-Pierre personnellement. « Monsieur Dubois, dit-elle, mon fils a échoué en mathématiques pendant 3 ans. 3 ans. Nous avons dépensé des milliers d'euros en tuteurs. Rien n'a fonctionné. Et maintenant, avec Madame Brigitte, qui est notre aide ménagère, mon fils a eu 18 sur 20 à l'examen. 18. Comment est-ce possible ?» Jean-Pierre sourit. « C'est possible parce que quelqu'un a enfin parlé la langue de votre fils. » La nouvelle se répandit. Un journaliste local entendit parler du programme. Il écrivit un article. L'article devint viral. Des aides ménagères deviennent enseignantes. Le programme qui transforme l'éducation en France. Les appels commencèrent à arriver. Des familles de tout le pays, des entrepreneurs qui voulaient reproduire le modèle, des gouvernements régionaux qui voulaient le mettre en œuvre. Mais l'appel le plus important vint du ministère de l'Éducation nationale. « Nous aimerions vous rencontrer, » dit le fonctionnaire. « Ce que vous faites est révolutionnaire. Nous voulons voir si nous pouvons le mettre en œuvre au niveau national. » Jean-Pierre n'alla pas seul à la réunion. Il emmena Fatima. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion du gouvernement, il y avait 12 fonctionnaires, tous avec des maîtrises et des doctorats. Tous regardant la femme de 47 ans en uniforme d'aide ménagère, Fatima s'assit, posa son sac en tissu sur la table, sortit les haricots, les cailloux, les boutons. « Voici ce que nous utilisons, » dit-elle. « Nous n'avons pas besoin d'ordinateur, nous n'avons pas besoin de livres chers. Nous avons juste besoin d'objets que les enfants peuvent toucher. » Les fonctionnaires la regardèrent avec scepticisme au début. Mais après 1 heure de démonstration, le scepticisme se transforma en admiration. « Ça marche !» dit le fonctionnaire principal. « C'est simple, c'est bon marché. Et ça marche. » 2 ans plus tard, la méthode des mains
fut mise en œuvre dans 100 écoles publiques à titre pilote. 500 enseignants furent formés, 2000 enfants ayant des difficultés d'apprentissage reçurent un soutien. Les résultats furent conclusifs. Le pourcentage d'échecs en mathématiques diminua de 40% dans les écoles pilotes. Mais pour Fatima, le plus important n'était pas les chiffres, c'étaient les visages des enfants, les sourires, la confiance dans leurs yeux. Cette même transformation qu'elle avait vue chez Lucas. Et en parlant de Lucas, 3 ans après cette nuit où Jean-Pierre avait ouvert la porte, Lucas avait 15 ans. Il avait terminé le collège avec mention. Sa moyenne en mathématiques était de 17 sur 20. Il avait remporté un concours de design architectural pour jeunes. Le jour de la remise des prix, Jean-Pierre et Fatima étaient assis au premier rang. Lucas monta sur scène, reçut le prix, puis prit le microphone. « Je veux remercier 2 personnes, dit-il. Mon oncle Jean-Pierre, qui m'a adopté quand j'ai perdu ma mère, et Fatima, qui m'a appris que les chiffres n'avaient pas besoin de danser dans ma tête. Ils peuvent marcher avec toi si quelqu'un te montre le chemin. » L'auditoire applaudit. Fatima pleurait. Jean-Pierre lui prit la main. « Merci, » murmura Jean-Pierre. Fatima le regarda. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour tout, » dit Jean-Pierre. « Pour ne pas avoir abandonné, pour avoir cru en lui quand personne d'autre n'y croyait, pour avoir fait ce que 15 000 € n'ont pas pu faire. » Fatima sourit. « Je n'ai rien fait de spécial, » dit-elle. « J'ai juste utilisé des haricots. » Jean-Pierre rit. « Non, dit-il, vous avez utilisé l'amour. Les haricots n'étaient qu'un prétexte. » Aujourd'hui, 5 ans après tout cela, la méthode des mains est utilisée dans 12 pays d'Amérique latine. 50 000 enfants en ont bénéficié. 3 000 tutrices ont été formées. La méthode fait l'objet d'articles scientifiques qui valident son efficacité. Fatima ne fait plus le ménage. Elle est la directrice pédagogique de la Fondation Fatima. Elle a un salaire de 5 000 € par mois. Elle a une assurance maladie. Elle a un bureau avec son nom sur la porte. Mais chaque matin, avant de commencer à travailler, elle sort son sac en tissu. Regarde les haricots, regarde les cailloux, regarde les boutons, et se souvient des 400 enfants d'Oaxaca, se souvient de Lucas pleurant dans sa chambre, se souvient de la nuit où Jean-Pierre a ouvert la porte, se souvient que tout a commencé avec une seule question. Je peux essayer quelque chose. Lucas a 17 ans maintenant. C'est sa dernière année de lycée. Il a déjà été accepté à l'Université nationale autonome du Mexique, filière architecture. Son projet de thèse sera de concevoir une école rurale. Une école où les enfants apprendront les mathématiques en manipulant des objets. Une école portant le nom de sa mère, École Isabelle Dubois. Jean-Pierre a réduit de moitié son temps à l'entreprise de construction. Il passe ses après-midi à la fondation. Parfois, il s'assoit avec les enfants. Il leur enseigne avec des haricots. Il rit quand ils se trompent. Il applaudit quand ils réussissent. Un jour, un journaliste lui a demandé « Monsieur Dubois, vous êtes un entrepreneur prospère. Vous avez construit des ponts, des bâtiments, des hôpitaux. Quel est, selon vous, votre plus grand accomplissement ?» Jean-Pierre a réfléchi un moment. « Mon plus grand accomplissement, dit-il, a été de m'asseoir par terre pour compter des haricots. Parce que ce jour-là, j'ai appris quelque chose que mes 2 diplômes d'ingénieur ne m'avaient jamais enseigné, que les miracles ne coûtent pas 15 000 $. Ils coûtent de la patience, ils coûtent du temps, ils coûtent de s'asseoir par terre avec quelqu'un qui a besoin d'aide. » Le journaliste a noté la réponse. « Et que diriez-vous à d'autres entrepreneurs ?» demanda-t-il. Jean-Pierre a regardé par la fenêtre. Il a pensé à Fatima, à Lucas, aux 50 000 enfants qui avaient été aidés. « Je leur dirais de regarder les personnes qui nettoient leur maison, dit-il, de leur demander d'où elles viennent, d'écouter leurs histoires, parce que derrière chaque uniforme d'aide ménagère, il peut y avoir une enseignante, une guérisseuse, un ange. » Le journaliste a terminé l'interview. Mais Jean-Pierre avait quelque chose de plus à dire, et je leur dirai quelque chose de plus, ajouta-t-il. Je leur dirai que le succès, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien de vies vous changez. Et parfois, changer une vie ne requiert pas des millions d'euros,
Cela requiert juste des haricots, des cailloux, des boutons et de l'amour. Ce soir-là, Jean-Pierre a dîné avec Lucas et Fatima. C'était le dîner numéro 1, l'U125. 5 ans de dîner ensemble, 5 ans de haricots, 5 ans de famille. Lucas a levé son verre. « Aux chiffres qui ne dansent plus », dit-il. Fatima a levé le sien. « Aux enfants que personne ne veut enseigner », dit-elle. Jean-Pierre a levé le sien. « Aux miracles qui coûtent 0 € et 100% d'amour », dit-il. Ils ont trinqué. Et à ce moment-là, Jean-Pierre a su quelque chose avec certitude. Sa sœur Isabelle serait fière. Non seulement de Lucas, elle serait fière de ce qu'ils avaient construit ensemble. Une famille faite de haricots, de cailloux et de boutons. Une famille où l'amour enseignait mieux que les diplômes. Parce qu'au final, c'est la leçon de cette histoire. Les diplômes n'enseignent pas. La patience, si. L'argent ne connecte pas. Le temps, si. Les chiffres n'importent pas. Les personnes, si. Et parfois, le professeur le plus important de votre vie n'a pas de diplôme. Il a un uniforme bleu d'aide ménagère et un sac en toile rempli de haricots. Parce qu'il existe des professeurs qui n'ont jamais mis les pieds à l'université. Certains portent des gants jaunes de nettoyage. Et si vous étiez Jean-Pierre, si vous rentriez à la maison plus tôt et voyiez votre aide ménagère enseigner les mathématiques à votre neveu, que feriez-vous? J'espère que vous vous assiériez par terre. J'espère que vous diriez « Enseigne-moi » parce que c'est le premier pas vers le miracle. Et le miracle ne coûte pas 15 000 $. Le miracle coûte des haricots, des cailloux, des boutons et tout l'amour que vous pouvez donner. Lucas a dit un jour quelque chose que Jean-Pierre n'oubliera jamais. C'était son premier jour à l'université. Fatima était venue lui dire au revoir. Lucas l'a embrassé. « Les chiffres ne dansent plus, tonton », dit-il. « Maintenant, ils marchent avec moi. Et chaque fois que je résous une équation, je pense à des haricots. » Fatima a ri. « N'oublie pas, dit-elle. Quand tu construiras ton premier bâtiment, mets une plaque. » Lucas l'a regardé. « Que dira la plaque ?» demanda-t-il. Fatima a souri. Elle dira « construit avec des haricots ». Et c'est l'histoire de comment une aide ménagère a fait ce qu'un ingénieur avec 2 diplômes et 15 000 € n'a pas pu faire. Ce n'est pas une histoire sur les mathématiques. C'est une histoire sur le fait de voir l'invisible, sur le fait d'écouter ceux que personne n'écoute, sur le fait de s'asseoir par terre quand tout le monde est debout, et sur le fait de ne jamais, jamais sous-estimer la personne qui nettoie votre maison, parce qu'elle pourrait être le professeur dont votre enfant a besoin. Elle pourrait être le miracle que vous recherchez. Elle pourrait être Fatima. Il y a quelque chose de plus que je veux vous raconter avant de terminer. 3 mois après que Lucas soit entré à l'université, il y a eu un événement spécial. La Fondation Fatima célébrait son 5e anniversaire. Ils avaient invité 300 personnes, des entrepreneurs, des politiciens, des journalistes, des professeurs et les 500 tutrices qui avaient été formées. Mais l'invité d'honneur était un enfant. Il s'appelait Miguel. Il avait 10 ans. Il était né avec le syndrome de Turner et avait de graves difficultés d'apprentissage. Sa mère était aide ménagère, elle travaillait dans la maison d'une famille aisée. Il y a 2 ans, la mère de Miguel avait suivi le cours de la Fondation Fatima. Elle avait appris la méthode des mains et elle avait commencé à l'enseigner à son propre fils. Miguel était passé d'un échec dans toutes les matières à être le 2e meilleur de sa classe. Ce soir-là, Miguel est monté sur scène. Il avait un papier à la main. Il l'avait écrit lui-même. « Ma maman nettoie des maisons », a lu Miguel. « Elle travaille de 7 h du matin à 18 h du soir. Mais chaque soir, quand elle rentre à la maison, elle s'assoit avec moi. Et elle m'enseigne avec des haricots. » L'auditoire était silencieux. « Les médecins ont dit que je ne pourrais jamais apprendre comme les autres enfants, » a continué Miguel. « Ils ont dit que mon cerveau était différent. Et ils ont raison. Mon cerveau est différent. Mais différent ne signifie pas pire. Cela signifie que j'ai besoin d'un chemin différent. » Les larmes ont commencé à couler sur les visages des personnes du public. Ma maman m'a montré ce chemin, avec des haricots, des cailloux, des boutons.
et tout l'amour qui tient dans ses mains. Miguel a regardé sa mère qui était assise au premier rang. Elle avait les mains couvertes de callosité après tant d'années de travail domestique. « Maman, » a dit Miguel, « merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne croyait. Merci de m'avoir enseigné que les chiffres n'ont pas besoin de danser. Ils peuvent marcher avec moi. » La mère de Miguel pleurait. Fatima pleurait. Jean-Pierre pleurait. Tout le monde pleurait. Parce que c'est la vérité de cette histoire. Ce n'est pas seulement à propos de Lucas et Fatima. C'est à propos de milliers d'enfants, de milliers de mères, de milliers d'aides ménagères qui ont en elles le pouvoir de changer des vies. Elles ont juste besoin que quelqu'un leur donne les outils. Elles ont juste besoin que quelqu'un croie en elles. Elles ont juste besoin que quelqu'un leur dise « Tu peux le faire ». Après l'événement, Jean-Pierre s'est approché de Fatima. Ils étaient seuls dans le couloir. Le bruit de la fête s'entendait au loin. « Tu sais quelque chose ?» dit Jean-Pierre. « Quand je t'ai embauché il y a 5 ans, je pensais que tu ne serais qu'une autre aide ménagère, une autre personne qui nettoierait ma maison et s'en irait. » Fatima a acquiescé. « Je sais, » dit-elle. Jean-Pierre l'a regardé dans les yeux. « Mais il s'avère que tu étais beaucoup plus que ça. Vous étiez exactement ce dont ma famille avait besoin, ce dont Lucas avait besoin, ce dont j'avais besoin. » Fatima sourit. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur. J'ai juste vu un enfant souffrir et j'ai décidé d'aider. » Jean-Pierre secoua la tête. « C'est précisément ça qui est spécial, » dit-il. « Voir la souffrance et décider d'aider. C'est ce que la plupart des gens ne font pas. Ils voient la souffrance et regardent ailleurs. Pas vous. Vous vous êtes assise par terre. Vous avez sorti des haricots de votre poche et vous avez changé une vie. » Fatima baissa les yeux. « Vous avez changé 2 vies, » dit Jean-Pierre. « Celle de Lucas et la mienne. » Ils restèrent silencieux un instant. Puis Jean-Pierre sortit quelque chose de sa poche. C'était un petit écrin de velours. Fatima le regarda perplexe. Jean-Pierre ouvrit l'écrin. À l'intérieur, il y avait une bague. Mais ce n'était pas une bague en or ou en diamant. C'était une simple bague en argent. Et au lieu d'une pierre précieuse, elle avait 3 petites sphères incrustées. L'une était marron, comme un haricot. L'une était grise. Comme un caillou, l'une était bleue. Comme un bouton, je l'ai fait faire, dit Jean-Pierre, pour que vous n'oubliez jamais d'où vous venez, pour que vous n'oubliez jamais ce que vous avez accompli, pour que vous n'oubliez jamais que parfois les trésors les plus précieux ne sont pas faits d'or, ils sont faits de haricots. Fatima prit la bague. Les larmes coulaient sur ses joues. « Merci », murmura-t-elle. « Non », dit Jean-Pierre, « c'est à vous de me remercier. » Et ce soir-là, sous les lumières du salon de réception, une aide ménagère de 52 ans passa une bague qui valait plus que n'importe quel diamant, parce que cette bague représentait tout ce qu'elle avait accompli. 400 enfants à Oaxaca, non, à Marseille, un enfant appelé Lucas, 50 000 enfants dans toute l'Amérique latine, dans toute la France et même au-delà, et une leçon que le monde avait besoin d'entendre, que l'amour enseigne mieux que les diplômes. C'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je ne la raconte pas pour vous faire pleurer, même si vous avez probablement pleuré. Je la raconte pour que la prochaine fois que vous voyez la personne qui nettoie votre maison, vous la regardiez différemment. Je la raconte pour que la prochaine fois que votre enfant a des problèmes à l'école, vous ne cherchiez pas seulement des tuteurs avec des diplômes, vous cherchiez des personnes avec de la patience. Je la raconte pour que la prochaine fois que vous vous sentirez un raté, vous vous souveniez que les miracles ne coûtent pas 15 000 $, ils coûtent du temps, ils coûtent de la présence, ils coûtent de s'asseoir par terre. Et si vous avez un enfant que les chiffres dansent dans sa tête, si vous avez un neveu que le système a abandonné, si vous connaissez quelqu'un qui a été traité d'incapable, de stupide, de limité, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Souvenez-vous que Lucas Dubois a été traité de toutes ces choses. Et maintenant, il étudie l'architecture dans la meilleure école d'architecture de Paris. Souvenez-vous que le cerveau de Lucas n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon de l'enseigner. Souvenez-vous que le professeur qui a sauvé Lucas n'avait pas de diplôme.
Il avait un tablier et un sac de patience. Et si vous êtes cet enfant, si vous êtes cette personne qui sent que les chiffres dansent, que les lettres se déplacent, que rien n'a de sens, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas incapable. Vous n'êtes pas limité. Vous avez juste besoin que quelqu'un parle votre langue. Vous avez juste besoin que quelqu'un s'assoie par terre avec vous. Vous avez juste besoin de votre propre Fatima. Et peut-être, juste peut-être, cette Fatima est déjà près de vous. Peut-être est-ce la personne qui nettoie votre maison, peut-être est-ce votre voisine, peut-être est-ce votre mère, peut-être est-ce vous-même. Parce que nous avons tous le pouvoir d'être Fatima pour quelqu'un, nous avons juste à décider de l'utiliser. Nous avons juste à nous asseoir par terre. Nous avons juste à sortir les haricots de notre poche et à dire « je peux essayer quelque chose ». Cette phrase a changé la vie de Lucas. Cette phrase peut changer la vie de quelqu'un d'autre, peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un que vous aimez, parce que les miracles ne se produisent pas dans les hôpitaux avec des machines coûteuses. Les miracles se produisent dans les chambres d'enfants, assis par terre, avec des haricots et de la patience. Et si cette histoire vous a ému, si cette histoire vous a fait réfléchir, si cette histoire vous a rappelé qu'il y a des personnes invisibles qui font des miracles silencieux, alors partagez cette histoire, pas pour moi, pas pour Lucas, pas pour Fatima. Partagez-la parce qu'il y a des milliers de Lucas dehors, des milliers d'enfants qui pleurent dans leur chambre, des milliers d'enfants qui pensent qu'ils sont stupides, des milliers d'enfants qui ont juste besoin que quelqu'un leur montre un autre chemin. Et peut-être, juste peut-être, la personne qui voit cette histoire aura le sac de haricots dont cet enfant a besoin. C'est mon espoir. C'est l'espoir de Fatima. Et c'est l'histoire de comment une aide ménagère a enseigné à un ingénieur millionnaire la leçon la plus importante de sa vie. Les chiffres ne comptent pas. Les gens, oui. Les diplômes n'enseignent pas. L'amour, oui. Et parfois, le miracle que vous cherchez ne coûte pas 15 000 $. Il coûte des haricots, des cailloux, des boutons. Et tout l'amour que vous pouvez donner,